Bienvenue dans cette nouvelle capsule, lundi 30 janvier, aujourd'hui une capsule un peu spéciale, une capsule entretien avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est-à-dire Piero San Giorgio, que vous connaissez sans doute, le célèbre survivaliste, auteur du livre culte, du best-seller Survivre à l'effondrement économique, qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer la semaine dernière. Je l'ai eu donc sur Skype tout à l'heure et je vous fais profiter tout de suite de cet entretien. Avant ça, comme d'habitude, je remercie les tipeurs qui permettent à cette émission d'exister et particulièrement le dernier tipeur, Romain. Merci à toi Romain, merci à tous. Donc je vous laisse avec Piero San Giorgio pour un entretien, vous allez le voir, passionnant. Ah oui, et par ailleurs, je m'excuse d'avance pour le son, puisque c'est un son Skype, donc c'est pas très agréable. Mais en plus, alors que tout s'était bien passé pendant la discussion, là, pour le coup, c'est Pierrot qui a enregistré de son côté. Il m'a ensuite envoyé le fichier son, et puis j'ai constaté qu'il y avait un bruit parasite permanent en fond dès qu'on parlait. Donc je vous préviens, ça n'est pas de notre fait, veuillez nous en excuser, ça n'est pas très agréable, mais bon, ce qui compte c'est le fond, j'espère au moins que ce sera écoutable, mais toutes mes excuses et toutes nos excuses pour la qualité du son, c'est pour ça que j'avais privilégié les enregistrements par téléphone auparavant, et bien là on a réessayé Skype et finalement ça n'est pas la meilleure solution. Bonne écoute à vous malgré tout. Donc bonjour Pierrot et merci pour cet entretien. Ce sera, je suis sûr, très intéressant, tout comme le livre que tu as bien voulu m'envoyer, Survivre à l'effondrement économique, et je te remercie encore. Moi, ce que je trouve intéressant chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui a un parcours, qui a eu une vie avant cette vie politique, entre guillemets, qui a eu une vie assez riche, qui a fait des expériences, qui a parcouru le monde. Donc c'est sans cela que ta parole est assez a une épaisseur que n'ont pas certains autres qui sont que dans l'intellect ou vice versa. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et ce qui t'a conduit à te poser toutes ces questions et à être là où tu es aujourd'hui? Merci. Alors, merci de ton invitation à cet entretien. C'est vrai que j'ai un parcours qui, pendant de nombreuses années, avait été totalement apolitique, désintéressé même finalement de comment les idéologies mènent les politiques en France, évidemment, mais aussi ailleurs, au-delà du fait d'être un simple citoyen suisse. C'est vrai que pendant de nombreuses années, après mes études, j'ai travaillé dans l'informatique, dans les logiciels, bien qu'ayant surtout un diplôme de marketing, donc j'étais plutôt dans l'approche commerciale et marketing des logiciels. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé dans l'industrie logicielle pour des sociétés américaines, essentiellement, afin de les aider à démarcher et surtout ouvrir de nouveaux marchés. Et ma spécialité était celle des marchés émergents. Donc, notamment, et j'ai passé beaucoup de temps en Afrique, mais aussi Moyen-Orient, Europe de l'Est, Russie. Et j'ai également eu ma propre société que j'ai ensuite revendue et à des groupes américains. Et donc, le fait de travailler dans les pays émergents m'a fait visiter évidemment énormément de pays, encore une fois notamment en Afrique et au Moyen-Orient, et m'a fait comprendre d'une part que le développement en fait du monde n'était pas du tout celui de cette mondialisation heureuse que l'on nous a vendue après la chute de l'Union soviétique, et au contraire amène des dérèglements, des déséquilibres dans le monde qui étaient tellement visibles lorsqu'on en était sur le terrain, avec du bon et du moins bon. Et il faut dire qu'il y a des choses très bonnes dans le développement finalement de la globalisation. Il y a une richesse qui a été amenée à un grand nombre de populations à travers le monde qui est indéniable. En revanche, il y a aussi une pauvreté qui a été amenée et qui je dirais se développe dans les pays dits riches, c'est-à-dire les nôtres, et notamment l'Europe a subi énormément de désindustrialisation, d'appauvrissement, et pas seulement dans la richesse financière ou pécuniaire. Il y a également un appauvrissement moral, éducatif, intellectuel, dû à une convergence. Encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot dans mon livre parce qu'il y a différents facteurs qui s'accumulent et qui créent des situations particulières où, par exemple, aujourd'hui,
les classes dirigeantes du monde ont intérêt à avoir des populations dociles, donc ignorantes, et donc qu'il vaut mieux divertir plutôt qu'instruire. Et donc cela explique tout un processus très long d'ailleurs, et qui ne date pas d'hier, qui est très ancien, d'abrutissement et d'abêtissement des populations. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et que l'une des remarques, d'ailleurs, je l'avais clairement, je me souviens très bien d'avoir vu, parce que lorsque j'ai commencé à travailler en Afrique, j'étais dans l'illusion de me dire, un jour l'Afrique sera comme nous, un jour les Africains seront comme les Européens ou comme les Américains. Alors qu'en fait, en revenant de 5 années de travail en Afrique, je me suis rendu compte, non, le but du jeu dans le monde aujourd'hui, c'est de transformer l'Europe et les États-Unis comme une sorte d'Afrique, parce que les gens qui ont du pouvoir en Afrique ont immensément plus de pouvoir relativement à la population normale que lorsque vous êtes en France, par exemple, eh bien, même quelqu'un de très riche, il doit se plier aux lois, enfin encore un petit peu, de moins en moins, mais enfin il a encore un devoir de devoir se plier aux lois, et il y a encore une certaine forme d'état de droit. Or, le but ultime pour celui qui cherche le pouvoir, c'est d'éliminer l'état de droit, puisque celui-ci est une entrave à sa propre recherche de puissance, à sa propre recherche de richesse, et je dirais même, dans une idéologie post-1968arde, même son entrave à jouir des choses de la vie. Et chose que, justement, la morale d'une part, mais aussi le droit, est censé cadrer et limiter. Très bien. J'aurais une question par rapport à ton livre Survivre à l'effondrement économique. Une question un peu naïve, c'est pourquoi avoir appelé ton livre Survivre à l'effondrement économique, alors que finalement, quand on parcourt les pages, tu nous parles d'un possible effondrement énergétique avec la fin du pétrole, d'un possible effondrement écologique, de la surpopulation, du krach financier. Alors pourquoi avoir choisi en dernier lieu effondrement économique ? Alors tout d'abord parce que c'était un titre extrêmement vendeur qui correspond à une approche, à mon avis, réelle de ce qui nous fait vivre. C'est-à-dire que l'économie est le système qui nous permet au quotidien de vivre, au point de vue matériel, bien sûr. Après, il y a une autre constatation qui n'était peut-être pas la mienne au moment où j'ai écrit le livre, mais que l'on m'a fait remarquer, c'est qu'au fond, nous vivons dans un monde où tout s'est déjà effondré. La morale, la famille, les mœurs, les structures traditionnelles qui font qu'une société saine peut fonctionner et vivre. La seule chose qui reste, la seule chose qui ne s'est pas encore effondrée totalement, c'est l'économie. Et justement, cette économie, qui est un terme très, très vaste, qui évidemment englobe la manière dont on vit au quotidien, la manière dont on gagne notre argent, puisque c'est ça notre gagne-pain aujourd'hui, mais enfin, la manière dont on subvient à nos besoins et à ceux de notre famille, ils font partie de cette économie. Or, celle-ci, elle est aujourd'hui, en fait, en réalité, est un système extrêmement complexe, extrêmement fluide, mais avec une complexité qui est extrêmement difficile pour la plupart des humains à comprendre. Même les prix Nobel d'économie ne sont plus capables aujourd'hui de comprendre la complexité de ce système. D'ailleurs, il y a des logiciels, j'en ai vendu, qui permettent de gérer ces flux de biens et à travers le monde qui sont d'une complexité immense. La réalité, c'est que malgré tout, cela fonctionne parce que nous sommes dans un système qui est stable, ou qui, en tout cas, lorsqu'il y a des petites variations, est capable de rapidement les remplacer, les réparer. Lorsqu'il y a des petits chocs, ceux-ci sont rapidement... on met des rustines assez facilement. Mais, parce que le système est assez facilement adaptable, c'est une de ses forces. En revanche, sa faiblesse, c'est qu'à partir du moment où le choc est trop grand, les chutes, les effondrements commencent à se multiplier et peuvent apporter des effets dominos, des effets littéralement d'effondrement. Et nous n'en sommes pas tout à fait encore là, mais c'est quelque chose qui nous pend au nez. Et en fait, cette complexité, cette efficience, elle est à l'opposé de ce qui a été pendant toute l'histoire humaine, l'économie de l'être humain, c'est-à-dire un mode de vie qui était résilient. Et le mode de vie résilient, qui est également celui qu'on appelle traditionnel, c'est un mode de vie qui n'est pas efficace,
mais qui en revanche permet une vie assez sûre, d'un point de vue économique, sûr d'un point de vue de sécurité intrinsèque physique. Généralement, nous avions des murailles autour des villes, des gardes, des citoyens dans des milices, des armées qui nous protégeaient, et une homogénéité des populations à travers le monde. C'est-à-dire, il y avait des Chinois en Chine, il y avait des Arabes en Arabie, il y avait des Français en France, et des Anglais en Angleterre. Et ces gens-là savaient se reconnaître, et il y avait très très peu de problématiques liées au multiculturalisme et à des cultures différentes qui devaient de force coexister. Aujourd'hui, évidemment, les mélanges, le multiculturalisme, la globalisation a fait que nous avons d'une part enlevé toutes ces protections, toutes ces sûretés, et toute cette tradition qui nous permettait de vivre, alors certes, moins efficace, ça c'est vrai, mais d'une manière mais stable, pour la remplacer avec... Pardon ? Comment ça, moins efficace ? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans une société traditionnelle, il y a très peu de productivité. C'est-à-dire que, au fond, ce que veut une société traditionnelle, c'est préserver sa culture et transmettre ses traditions et ses expériences aux générations suivantes. Franchement, pas plus, pas moins. La question de réussir à faire plus avec le matériel qu'on a, elle est très marginale. Oui, avec le temps, on va installer des nouvelles techniques. Avec le temps, on va tout d'un coup faire une meilleure technique d'irrigation, de plantation des biens, ou alors les artisans vont améliorer un petit peu leur production. Mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime de l'artisan, c'est de vivre et de transmettre son savoir et son échoppe, son savoir-faire à ses enfants, à ses fils ou à ses filles. De la même, un paysan, si tout d'un coup il a plus d'enfants qui survivent, eh bien il va simplement défricher un petit peu plus de forêt et avoir un petit peu plus de terre, et peut-être que voilà, ses enfants vont avoir... Mais le concept de productivité est faible dans les sociétés traditionnelles. Dans les sociétés modernes, à partir du moment où on se dit, mais tiens, on va faire beaucoup plus de profit, il faut faire de la productivité, cette productivité qui est aussi due à la technique, c'est aussi c'est dans l'air du temps, c'est le zeitgeist depuis 2 siècles, où première et deuxième révolution industrielle l'oblige, on nous a amené dans une logique de capital et de rémunération du capital, de productivité, ce qui n'est pas mauvais en soi, puisque c'est grâce à cela que la plupart d'entre nous sommes vivants. Cela nous amène par l'innovation, cela nous amène la technologie, cela nous amène la médecine, cela nous amène les antidouleurs, cela nous amène les accouchements où les enfants ne meurent pas. Enfin, il y a toujours un pendant de très bon à quelque chose qui en fait est mauvais, et inversement. Simplement, l'efficience, cette recherche de l'efficience, elle est liée à la recherche du profit et à la recherche de l'efficacité. Par définition, nos ancêtres des cavernes, quand ils allaient chasser, s'ils avaient besoin de tuer un élan pour faire vivre la tribu pendant une semaine, ça servait à rien qu'ils en tuent 3. Et donc ça servait à rien de trouver une méthode très efficace pour en tuer 3, ou 30, ou 300, puisqu'ils en avaient besoin que d'1. Nous sommes dans une autre logique, où si nous pouvons augmenter la productivité d'une entreprise par des gains d'efficience, et ainsi peut-être réduire les coûts en éliminant 3 ou 4% du personnel, parce que ça va augmenter nos profits, et donc rémunérer nos actionnaires qui seront contents d'entre nous, et qui pourront réinvestir, etc. Il y a aussi du bon dans le capitalisme, il y a du très bon dans le capitalisme. Mais néanmoins, nous avons perdu cette résilience qui est la base des sociétés traditionnelles, en fait. C'est très intéressant ce que tu dis, et ça me fait penser à un livre, alors je ne sais pas si tu connais, c'est Le génie du capitalisme d'Howard Bloom. Oui. À mon avis, ça illustre bien ce que tu disais, c'est-à-dire que le capitalisme, par volonté de profit, va prendre des risques, et au final, même malgré lui, il va faire avancer la technique, va faire avancer les choses. Après, il faut savoir où s'arrêter, et c'est bien ça le problème. La sagesse nécessaire à faire fonctionner des sociétés modernes et technologiques semble pour l'instant ne pas avoir été acquise par l'espèce humaine. Nous sommes encore probablement pas encore adaptés, peut-être ne le serons-nous jamais, à ce type de société moderne. En tout cas, il est important de le dire que l'idée n'est pas de rejeter, comme l'ont pu le faire les ludites au XIXe siècle, de rejeter le progrès ou de rejeter la modernité.
Il faut simplement que chacun d'entre nous réfléchisse à ce qui le rend, d'une part, épanoui, heureux, et tout ça c'est une longue discussion philosophique et très intime, mais aussi à un niveau plus élevé, à un niveau de société. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut simplement jouir des richesses que nous procure la modernité, mais pour cela nous endetter, par exemple, et hypothéquer la vie de nos enfants, et finalement les rendre esclaves au mieux du système bancaire, ou au pire, dans l'effondrement de nos sociétés, faire en sorte que notre culture soit détruite et remplacée par celle d'une autre civilisation ou d'autres peuples, ou simplement qu'elle soit annihilée pour être remplacée par une pure culture de l'individu. C'est un choix. Ce choix, c'est à chacun d'entre nous. Moi, j'ai mon avis. Moi, avec l'âge, je deviens de plus en plus traditionnaliste. Mais au fond, je ne suis pas de ceux qui prétendent tout savoir et avoir raison et imposer les choix aux autres. Et je dis toujours, et je le dis dans mes livres, tu l'auras lu, que ce que j'espère, c'est que les lecteurs vont pouvoir d'abord réfléchir par eux-mêmes. Et même ne pas forcément croire aux conclusions que j'ai dans mes livres, mais au contraire les utiliser comme étant quelque chose qui les pousse à réfléchir, qui les pousse à se mettre eux-mêmes au défi, et peut-être de remettre en question leur manière de vivre, qui est aujourd'hui inévitablement très individualiste, très productiviste bien sûr, mais aussi fragile. Et qui dit fragile, dit potentiellement risqué. Oui, ce qui est intéressant, c'est que même si on entre dans une démarche de résilience ou une démarche survivaliste, on l'appelle comme on veut, même s'il ne se produit pas d'effondrement, on y gagne en autonomie, en qualité de vie, remise en question philosophique du sens de la vie, etc. Donc c'est ça qui est très intéressant dans ta démarche. Et ça ne ressort pas malheureusement dans les gens qui caricaturent le survivalisme. Pour eux, c'est un bunker quelqu'un dans un bunker qui attend l'apocalypse nucléaire. Oui, et je crois que, pour être tout à fait honnête, il y a eu et il y a des gens très rares qui ont cette approche un peu excessive à mon sens. Tous les gens qui me connaissent, et j'en suis à plus de 100 000 livres, de 100 000 exemplaires du premier livre qui ont été vendus, donc on peut multiplier par 3 ou 4 le nombre de lecteurs, et ça rien qu'en langue française. Sans parler évidemment de l'anglais, de l'italien, du russe, des autres langues qui sont en traduction. La réalité, c'est que je connais personne qui a un bunker. Moi-même, j'en ai pas, bien qu'étant en Suisse et étant dans un pays où de nombreuses maisons individuelles ont des abris anti-atomiques. Non, l'idée que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est de réfléchir à ce que signifie l'autonomie. Et donc la résilience, et donc la capacité à être moins dépendant de ce système complexe qui est donc fragile. Et donc, la manière de le faire, que j'explique dans mon premier livre que tu as lu, mais aussi dans d'autres livres qui suivent, en fait, qui sont en fait des suites, qui sont des compléments pour affiner, pour aller plus dans le détail peut-être, c'est d'expliquer que, au fond, l'autonomie, non seulement elle nous donne de l'assurance en cas de problème, petit problème, en cas de perte d'emploi, en cas d'incendie de sa maison, c'est des choses qui arrivent, mais aussi en cas de crise, petite, grande, catastrophique, mais qu'il s'agit en réalité d'avoir une approche de la vie qui est celle de dire, si je ne dépends de personne, je suis vraiment un homme libre. Or, nous ne sommes plus des hommes libres, nous sommes, à mon sens, dans le meilleur des cas, nous sommes du bétail qui appartient à nos maîtres, qui sont les entreprises qui nous emploient, les États qui nous gouvernent, enfin qui ne nous gouvernent pas, qui nous dominent et qui nous exploitent comme étant du bétail que l'on va traire, comme la vache que l'on trait pour son lait. Eh bien nous sommes traits pour nos impôts, et que nous sommes des garanties pour la dette de l'État. C'est-à-dire l'État s'endette pour tenir son train de vie et ses dépenses faramineuses, et en garantie, elle a en France 66 millions de gens dont une grande partie malgré tout travaille et paye des impôts. Nous sommes la propriété d'un État. Moi je suis anti-étatiste, pas sur une philosophie, mais dans les faits. Je pense que dans les faits, nous devons défier nos États et nos gouvernements pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des voleurs et des criminels. Donc dans ce sens-là, je suis assez proche des anarchistes, de ce point de vue-là. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis. Je peux très bien comprendre qu'on soit bonapartiste également. Hein, mais au moins il y a une efficience dans ce cas-là.
Mais Mais c'est parce le, que c'est parce que tu es suisse, c'est pour oui, ça. c'est vrai, c'est vrai. On a une culture très différente. D'ailleurs, on doit beaucoup, la Suisse doit beaucoup à Bonaparte. Euh, et d'ailleurs, dans la famille de ma femme, on a une rumeur comme quoi il y aurait des bâtards de Napoléon III dans sa famille. Ça, c'est, Ah, enfin, mais c'est, qui est une descendance de. Donc, chez mes enfants, il y a un lien avec Napoléon III potentiellement. On n'est pas sûr. Enfin bref, peu importe. Mais enfin, pour ça, pour dire que voilà, cette recherche de l'autonomie, elle passe forcément par la réappropriation de qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme libre. Et un homme libre, eh bien, ça peut obtenir par lui-même ce dont il a besoin pour lui et sa famille, et j'inclus les femmes dans les hommes libres, bien sûr, dans ce qu'il ou elle aura besoin pour vivre, c'est-à-dire de l'eau, de la nourriture, de quoi se soigner un minimum. Bien sûr, on va se spécialiser, on va s'intégrer dans une cellule, on va dire dans une économie locale, on va s'enraciner. Ça c'est un élément très important. Et ça ne veut pas dire qu'on rejette forcément le fait d'avoir un emploi dans une entreprise ou une multinationale ou autre. Je pense qu'on est suffisamment flexible pour pouvoir faire les deux, savoir se défendre, savoir intégrer et rebâtir du lien social avec les gens autour de nous, notamment nos voisins, notamment les gens voilà, qui font partie de la communauté autour de nous, et de plus en plus, parce que ça aussi c'est en train de venir dans l'air du temps, de plus en plus de réfléchir à ce que veut dire notre identité, qui nous sommes. Est-ce que nous sommes simplement, encore une fois, un sujet de l'État, ou alors est-ce que justement nous sommes des hommes libres avec une identité millénaire pour beaucoup d'entre nous, même pour la plupart d'entre nous, que nous devons redécouvrir parce que l'école, cette éducation nationale partout, au contraire, nous fait oublier d'où nous venons et qui nous sommes. Nous avons tous, vous en France notamment, vous avez une histoire immense, glorieuse, 1500 ans d'histoire d'une nation avec des périodes de grandeur immenses. Et on vous le fait oublier. Bien sûr, alors c'est intéressant à l'école d'apprendre le royaume du Ghana, c'est vachement intéressant. Mais si pour cela on oublie François Ier, Louis XIV et j'en passe, non, là c'est clairement une volonté de vous déculturiser, je ne sais pas quel est le mot juste, mais enfin de vous faire oublier votre grande histoire. Et de même, pour un petit pays comme le mien, en Suisse, nous avons pour un petit pays aussi une grande histoire, et une grande fierté, une grande identité. Nous en avons encore une, assez forte, mais qui se perd comme partout. Et donc, retrouver notre identité et tisser des liens avec les gens qui partagent cette identité, donc une approche identitaire est tout à fait logique, elle est tout à fait saine et naturelle, non pas contre les autres identités, on ne se définit pas contre les autres, mais au contraire avec ceux qui ont la nôtre. Et puis les autres, eh bien, plus on sera fort dans notre identité, plus on pourra respectueusement discuter avec eux et faire en sorte que eux aussi, dans le respect, puissent être fiers chez eux. Finalement, quand on regarde qu'est-ce qu'être survivaliste aujourd'hui, c'est finalement avoir une BAD, donc une maison à la campagne, savoir protéger sa famille, avoir une certaine subsistance, une certaine indépendance au niveau des subsistances, donc un potager, savoir faire quelque chose de ses mains, etc., etc. Est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement, vouloir devenir survivaliste aujourd'hui, c'est vouloir renouer avec ce qu'étaient les hommes autrefois, avec l'homme traditionnel d'antan qui était enraciné, qui savait faire tout ça? Par définition, oui, totalement. Et c'est vrai que, à l'origine, le mouvement survivaliste aux États-Unis était une mouvance qui n'était pas liée à l'autonomie, qui était une mouvance qui était littéralement, d'où le terme, liée à la survie en cas de conflit nucléaire. En cas de conflit nucléaire, évidemment, il fallait se cacher, trouver un abri, avoir un stock de nourriture pour permettre de tenir le coup. Et ensuite, mystère. Ensuite, comment redémarrer, ça ils n'avaient pas pensé. En tout cas, pas théorisé dans certains bouquins. Alors que l'approche qu'on appelle parfois néo-survivaliste ou prepper aux États-Unis, qui touche des millions et des millions de gens et qui commence à toucher des centaines de milliers de personnes aujourd'hui en France et largement en Europe, eh bien, d'ailleurs, le terme de survivalisme est un terme qui est totalement erroné, que je ne revendique pas, même si je l'accepte, parce que c'est le terme que les médias donnent, et puis parce que ça simplifie, puis ça permet de mettre dans une case. Mais l'idée, effectivement, n'est pas d'avoir uniquement des stocks qui sont certes utiles, parce que nos grands-parents avaient tous, ou nos arrière-grands-parents, pour les plus jeunes d'entre nous, avaient chez eux des bocaux, des stocks pour passer l'hiver. Et encore aujourd'hui, je vois, même d'ailleurs, on a quelque chose à apprendre des hôtes
qui viennent de pays étrangers chez nous, par exemple. Je vois, par exemple, qu'il y a des gens qui viennent d'Algérie ou d'Afrique, d'Afrique noire, par exemple, qui ont des stocks de semoule chez eux. Pas parce qu'ils réfléchissent, mais c'est parce qu'ils ont une habitude de garder des kilos et des kilos, et ils achètent des sacs de 40 kilos de riz ou de semoule, d'huile et des litres d'huile pour pouvoir cuisiner chez eux. Mais aussi, ça vient d'un réflexe qu'avaient nos grands-mamans, d'avoir de quoi tenir l'hiver, de quoi tenir en cas de guerre, parce que ça arrivait régulièrement. Et voilà. Donc, ces stocks, ces réserves, elles sont saines, elles sont utiles. Mais c'est vrai qu'à terme, l'idée, c'est que l'autonomie va plutôt s'obtenir par la production propre d'eau, de nourriture. Et là aussi, alors certains me disent, oui, mais on ne peut pas tous être paysans. Mais que nenni, la plupart de nos grands-parents n'étaient pas paysans. Nos arrière-arrière-grands-parents sans doute, mais nos grands-parents ne l'étaient pas. Beaucoup étaient ouvriers. Et dans les villes, il y avait ce qu'on appelle les jardins ouvriers, qui étaient, pardon, voilà, il y en a encore, des jardins où même dans les très grandes villes, chacun pouvait avoir son petit carré de terre où il pouvait développer légumes, parfois des fruits, etc. Et donc subvenir, en tout cas en partie, aux besoins de sa famille pour la nourriture. Aujourd'hui, ça s'appelle des jardins familiaux. Il y en a dans pratiquement toutes les villes de certaines tailles. Tout à fait. Et j'ajoute que dans des pays peut-être qui ont récemment subi des crises très graves, comme par exemple l'ex-Union soviétique lors de sa transition vers la Russie, a eu une crise pendant quelques années extrêmement sévère, et ce qui a fait que les gens ne sont pas morts de faim, pour beaucoup d'entre eux, c'est effectivement d'avoir cette tradition d'avoir des petites dachas, des petites maisons minuscules en dehors des villes, où ils avaient de quoi planter, cueillir quelques noix, des noisetiers, des noisettes, enfin et cultiver de la patate, des choux, etc. Et de pouvoir tenir, parce qu'en Russie, l'environnement étant plus très froid, et la crise ayant détruit les systèmes d'approvisionnement traditionnels, il y avait de quoi tenir. La question se pose chez nous, si nous devions avoir, par exemple, dans le scénario de Laurent Oberton, Guérilla, dans son livre Guérilla, qui est très proche des scénarios, des petites histoires de fiction que j'ai mis que j'avais écrit dans Survivre à l'effondrement économique, on voit très bien qu'au bout d'un moment, plus personne n'apporte de la nourriture en ville, au bout d'un moment, les supermarchés se vident, et avec les émeutes et les pillages, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Et si la réapprovisionnement ne se remet pas en place, quand il n'y a plus rien, on commence à avoir faim, et les gens s'énervent en général quand ils n'ont pas à manger pendant 2 ou 3 jours. Et donc, réfléchissons aussi à ce que veut dire cette résilience en cas de crise qui semble aujourd'hui possible. Pour redire un mot sur ton livre, tu disais que ton livre a touché des centaines de milliers de personnes en France. Est-ce que c'est pas un peu étonnant, entre guillemets, en France où il y a une tradition d'État-providence, alors qu'aux États-Unis, ça peut se comprendre, ce phénomène survivaliste, même en Suisse, mais en France, il y a un engouement, alors qu'on vit dans des concepts d'État-providence depuis des années. Alors, il y a 2 choses qui sont étonnantes sur ce, entre guillemets, petit phénomène, parce que, tout d'abord, relativisons, il y a quand même 60 et quelques millions d'habitants en France, quelques centaines de milliers de familles qui ont lu le livre et qui peut-être une partie d'entre elles ont décidé de se préparer. Ça reste une minorité. Ça reste probablement des gens qui ont une sensibilité ou qui ont une lucidité par rapport à la réalité, ou qui sont en défiance par rapport à l'État. On me fait souvent la reproche que j'accepte et dont je m'en fiche, d'être beaucoup apprécié par des gens dits d'extrême droite. Mais peut-être que ce sont des gens raisonnables, justement. Ce sont les seuls qui ont la tête sur les épaules et qui réfléchissent encore et qui ont cette défiance par rapport à l'État-providence qui est de manière évidente aujourd'hui, et pas seulement en France, je dois dire aussi en Suisse, n'est plus dans la capacité, pour peu qu'il en ait encore, ne serait-ce que l'envie, de subvenir aux besoins et à la protection de sa population. En tout cas, pour ce qui est de la France, si vous me permettez depuis l'extérieur, de vous le dire, il me paraît évident depuis l'extérieur que votre État n'a aucun souhait de vous protéger, par exemple. Au contraire, je pense qu'une population qui a peur et qui est soumise au harcèlement quotidien et au terrorisme régulièrement
et une population qui est plutôt bienvenue pour l'État. Ce sont des événements bienvenus pour l'État qui voient ça comme des moyens de contrôle et de subjuguer la population plus efficacement. Donc, ça reste un petit nombre de gens et ça reste clairement une approche défiante. Et pour preuve d'ailleurs que ce n'est pas la majorité, c'est que les grands médias en France ne parlent pas de cela. Récemment, une grande émission de télévision m'avait invité sur un plateau pour parler de survivalisme. Et puis, à la dernière minute, ça a été annulé pour parler d'un sujet beaucoup plus important selon eux. Et texto, ils me l'ont écrit comme ça, en disant c'est un sujet beaucoup plus actuel et d'urgence et d'actualité. La fessée. Voilà. Voilà, tout est dit. Tout à l'heure, tu disais que tu employais le terme survivaliste, même s'il ne te convenait pas trop, mais bon, comme c'était un terme qui a été beaucoup caricaturé aujourd'hui, est-ce que justement tu n'aurais pas un autre terme à proposer pour définir cette démarche? Alors, lorsque les gens me demandent qu'est-ce que le survivalisme, ma réponse est toujours la même. Et c'est celle de dire qu'il s'agit d'être un adulte responsable. Un adulte responsable, pour moi, c'est un adulte, un citoyen, qui réfléchit à l'avenir et qui s'y prépare. Qui s'y prépare pour lui, pour sa famille, et éventuellement pour ce qu'il considère comme étant son peuple ou éventuellement sa nation. Et si on a le temps, pour l'espèce humaine. Si on a le temps. Mais pour l'instant déjà lui-même, sa famille et ce qu'il considère son peuple, son groupe d'amis et ses gens autour de lui. Et finalement, c'est retrouver une forme de saine... c'est un sain tribalisme et un sain nationalisme. C'est-à-dire qu'au fond, on a depuis toujours d'ailleurs ce tiraillement entre est-ce qu'on fait partie d'une nation parce qu'on partage des idées ou est-ce qu'on fait partie d'une nation parce que cette nation représente un peuple. L'approche française républicaine, qui est celle qui est adoptée chez moi en Suisse, et ce qui permet que je suis suisse aujourd'hui, d'origine italienne, c'est qu'on partage des idées. C'est-à-dire l'idée d'être suisse, c'est l'idée, il y a 3-4 concepts fondamentaux qui font qu'on peut se considérer suisse. Et qui font que la Suisse, en tant que nation, nous accueille et nous naturalise. En France, c'est encore plus facile, il suffit d'être présent sur le territoire pour que ça se passe. Je ne sais même pas s'il y a vraiment les idées qui comptent encore. Mais il y a des pays où on peut rester toute sa vie dans le pays et être parfaitement bien traité. Vous ne serez jamais marocain. Vous ne serez jamais émirati de Dubaï. Vous ne serez jamais saoudien. C'est dans le sang que ça se passe. Bon, ce sont des choix et l'avenir nous dira qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Il y a toutes des considérations historiques, etc. Mais quand on parle d'avenir qui nous le dira, eh bien c'est l'avenir face aux crises. Lorsque ces crises nous mettront dans des grandes difficultés, est-ce que nous pourrons compter sur nos voisins et avec les gens qui nous entourent? Si la réponse est oui, probablement nous les accepterons comme nos pères dans le monde futur, quel qu'il soit. Si en revanche, nos voisins, quels qu'ils soient, seront nos ennemis, eh bien, on fera avec et on devra en tirer les conséquences et les actes qui en suivent. Et là aussi, on verra bien si on s'associe en termes d'idées et d'action ou alors en termes d'ethnie ou autre. Là, il n'est pas tout à fait clair de voir comment ça pourrait être. Toutefois, l'histoire nous montre qu'en général, les gens qui se ressemblent se réunissent entre eux. On verra. Est-ce qu'il y a, selon toi, à apprendre de la chute des civilisations dans l'histoire pour ce qui nous attend? Alors, c'est une très bonne question parce que souvent, les rares personnes qui critiquent mon travail me disent « mais on s'en sortira parce que tout va toujours bien ». Or, l'histoire, il suffit de ne pas aller creuser très loin, il suffit d'aller chercher quelques dizaines d'années dans certains pays, ou ne serait-ce qu'un siècle en Europe, pour voir que les civilisations ne sont pas du tout un long fleuve tranquille de progrès permanent. Au contraire, il s'agit de soubresauts, de chutes parfois extrêmement violentes et extrêmement brutales, extrêmement rapides, pour ensuite des reconstructions pénibles. Nous sortons à peine, nous avons depuis quelques siècles, à peine émergé de l'effondrement de l'Empire romain. Il a fallu presque un millénaire pour retrouver le niveau de vie qu'avaient les Européens sous l'Empire romain.
au niveau d'hygiène, au niveau de la médecine, au niveau des communications. Aujourd'hui, nous avons bien sûr développé des technologies qui nous ont amenés à des progrès impressionnants à travers le monde entier. Mais cette chute dans l'histoire, elle est fréquente. L'Union soviétique, la crise argentine. Moi, j'ai vécu au Zimbabwe pendant la grande crise de 1998. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu ce que ça veut dire lorsqu'une monnaie ne vaut plus rien. C'est la panique générale. C'est la ruée sur la nourriture. Je l'ai vu. J'ai été au Rwanda un peu après le génocide. C'était radical, si je puis dire. Ça, c'est pas loin. Et si on regarde un petit peu plus loin, on voit qu'à travers l'histoire, la plupart des nations, la plupart des empires, la plupart des peuples ont été balayés par les invasions, par les effondrements, ou par voilà, une implosion interne des structures qui n'étaient plus capables de subvenir à la vie de la population. Et donc, et même si on regarde l'histoire très très loin, lorsqu'on nous apprend que l'humanité a émergé à l'époque du néolithique, il y a aujourd'hui dans l'archéologie énormément d'indices qui nous montrent que probablement il y a 15 000 ans, il y a eu d'autres civilisations, même extrêmement avancées, globales, qui se sont effondrées par des causes essentiellement naturelles, celles-là. Et nous ne savons pas jusqu'à quelle distance l'humanité en réalité a existé. Simplement, parfois, les effondrements sont tellement brutaux qu'il faut des millénaires pour s'en sortir. Pour preuve, je le répétais, l'Empire romain en Europe, qui nous concerne, nous en sommes les héritiers. Nous avons mis des siècles et des siècles pour nous en sortir. Je repensais à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de devenir des adultes responsables plutôt que des survivalistes. Mais juste avant de passer à la question suivante, je me dis que c'est vrai que si le livre s'appelait Devenir des adultes responsables, ça se serait beaucoup moins vendu, c'est sûr. Justement, pour faire un petit peu de promotion pour ton dernier livre, NRBC, que tu as publié avec Chris Millennium, est-ce que tu veux en dire un mot pour... Oui, alors Chris Millennium, qui a un nom sorti tout droit de Star Wars, Oui. est un ancien responsable au sein du GIGN, donc la très célèbre unité d'élite de la gendarmerie nationale française, spécialisée dans l'antiterrorisme. Il était responsable au sein de cette unité du groupe qui s'occupe des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, donc on dit NRBC. Et il m'a contacté il y a quelques années pour me dire qu'il y avait quelques erreurs dans mon deuxième livre, qui s'appelle Rue Barbare, qui est plutôt sur la ville, où j'avais mis un tout petit paragraphe sur les risques NRBC que je ne connais pas, que je ne connaissais pas bien, en tout cas je ne suis pas un spécialiste, donc j'avais mentionné 2-3 choses par rapport à ces risques-là, et il m'avait fait tout de suite une remarque en disant, ben voilà, sur le seul paragraphe qui traite de ces sujets, il y a une petite erreur, et il s'est présenté, il s'est expliqué, il a dit qu'il aimait bien mon travail, et que d'ailleurs au sein du GIGN et au sein des corps constitués de l'État français, il y a énormément de lectures de mes livres, donc d'ailleurs en Suisse aussi, au sein de l'armée, je sais que c'est un livre très conseillé, très étudié même par les états-majors, très bien, et donc il m'a dit non, il faudrait rectifier ça. Et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à écrire un livre qui est sorti en fin d'année dernière, en fin 2016, qui s'appelle justement NRBC, qui est donc survivre aux événements de ce type, donc nucléaire, radiologique, biologique, chimique, qui sont en réalité à la fois moins fréquents et moins dangereux qu'on peut l'imaginer dans notre imaginaire nourri par les films d'Hollywood et par la science-fiction, mais en même temps plus fréquents et certes moins dangereux, mais quand même assez dangereux pour que ça mérite qu'on s'y attarde un petit peu, qu'on les comprenne, qu'on comprenne quelles sont les protections et les attitudes, surtout les comportements très simples, très très simples à mettre en place en cas où nous serions confrontés à certaines choses. Alors, je sais que la plupart des gens imaginent tout de suite la guerre nucléaire. Bien sûr, on en parle dans le livre, mais il y a parfois des risques plus pernicieux, comme le fait d'être entouré dans nos villes par des industries chimiques et
et des industries que l'on classifie comme des sites que l'on classifie comme Seveso, c'est-à-dire des sites à haute dangerosité chimique, et y compris des transports qui transportent justement qui véhiculent les produits chimiques d'une industrie à une autre, et qui sont assez répandus à travers notre territoire, et qui, ça peut être un accident de la route, ça peut être un train qui déraille, ce sont des choses qui arrivent presque chaque semaine. Si vous vous retrouvez au mauvais endroit au mauvais moment, est-ce que vous pouvez avoir la bonne attitude, le bon réflexe, et pour ne serait-ce que comprendre ce qui est en train de se passer, et que c'est pas juste, oh tiens, il y a eu un carambolage sur l'autoroute. Oh, c'est bizarre, il y a une grande fumée verte. Non, il faut savoir, voilà, il y a une fumée verte, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a très peu de livres ou très peu d'informations qui sont d'accès au public, et que les sites d'information de l'État, ils sont un peu succincts. Et donc, on a eu l'idée de faire ce livre qui, on espère, est un peu la somme, tout en étant simplifié, de tout ce qui existe sur ce domaine pour le citoyen. Et d'ailleurs, ce livre cartonne, il vend vraiment beaucoup. Donc, ça veut dire qu'on a réussi le pari de vulgariser quelque chose qui est quand même assez technique et donc le rendre accessible à tout un chacun. Très bien. Est-ce que tu m'entends toujours bien? Oui. Ok, bon, pas de problème. Donc, avant de terminer par une dernière question, j'aimerais te parler d'un livre que tu as préfacé, La voix virile de Jack Donovan. Ah oui. C'est un livre très intéressant. Est-ce que tu penses, tout comme lui, j'imagine que oui, mais tu vas pouvoir nous en dire plus, que le monde occidental manque aujourd'hui cruellement de virilité, de masculinité, et que, ne serait-ce que pour redémarrer le monde, comme il le dit si bien, il faudrait réapprendre à devenir des hommes? Alors, je pense pas tout, et je ne vis pas 100% comme lui. Mais certainement, je pense qu'il a touché un élément fondamental de ce qui manque à nos sociétés occidentales modernes, c'est-à-dire une approche à la fois liée à la virilité, au sens noble du terme. Il ne s'agit pas d'être le gros bourrin macho tel que la société, tel que les Charlie Hebdo ont essayé de caricaturer l'homme intègre, moral, courageux et qui est ce qu'il a toujours été en réalité. Non, il faut réapprendre à être cela. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que il nous apprend dans ce livre, Jack Donovan, à ne plus nous comparer aux autres, à ne nous comparer à nos pairs PAIRS, c'est-à-dire aux gens que l'on estime et que l'on considère faisant partie des citoyens en fait que nous voudrions avoir autour de nous, et non pas aux médias et aux demi-molles présentateurs télé ou politiciens, ou à la presse, et également aux femmes. C'est-à-dire qu'au fond, pourquoi est-ce que nous nous dévirilisons et nous nous féminisons et nous nous plions au politiquement correct, et Dieu sait que ma préface, elle est extrêmement politiquement incorrecte, pour ce livre en tout cas, et alors qu'en réalité, les gens qui comptent, ce sont nos amis, en fait notre cercle plus proche. Et donc là-dessus, développer avec ces gens-là, avec eux, avec nos pères, ces 4 vertus, force, honneur, courage, maîtrise, qu'il décrit dans son livre, qui sont en réalité les seules vertus qui sont essentielles à l'homme lorsqu'il se compare à ses copains, à ses amis, à ses pères, encore une fois. Parce que qu'une femme nous dise « Oh, comme tu es courageux », c'est flatteur, mais on s'en fout. En revanche, que quelqu'un que l'on estime nous dise « Ah oui, tu as eu du courage », ça nous valorise. Parce que ça veut dire qu'il nous estime. Et l'estime des autres hommes est en réalité ce qui compte. Et c'est ce qu'on retrouve dans toute la littérature, d'ailleurs, depuis la nuit des temps. Hector, qui est celui qui meurt et qui perd la guerre pour Troie dans l'Iliade, face à Achille, c'est en réalité le plus vertueux de tous. C'est le plus courageux. C'est celui qui a le plus d'honneur. Alors certes, il est terrassé par Achille, qui a le plus de maîtrise, mais c'est ce qui le rend héroïque, et le fait qu'Achille va mourir également, c'est ce qui le rend héroïque également. Ce ne sont pas des politiciens avec de la langue de bois, qui restent dans l'histoire et pour l'éternité, dans l'imaginaire collectif de l'humanité.
Euh, c'est pour les catholiques, Jésus, ce n'est pas un demi-molle présentateur télé sur Canal+. C'est un type qui va quand même, au-delà de prêcher ce qu'il prêche, qui va quand même chasser les marchands du temple à coups de fouet. C'est quelqu'un qui est estimable, qui a pour nos amis musulmans, Mohammed, leur prophète, le messager de leur Dieu, ce n'est pas un type qui reste dans un coin. Non, non, c'est un combattant, c'est un guerrier qui a du courage, qui évidemment a la loyauté à son groupe, mais enfin, c'est quelqu'un dans ce sens-là qui est respectable, c'est un guerrier. Et d'ailleurs, entre ennemis, je dis toujours, ce qui est intéressant entre les ennemis, c'est qu'on peut se respecter. Parce que nous pouvons estimer notre courage respectif, et d'ailleurs dans les guerres, les guerriers courageux sont épargnés par les victorieux. Moi, je ne crois pas que dans une guerre, l'armée victorieuse va épargner les collaborateurs et les présentateurs télé de Canal+. Je pense qu'ils seront passés par les armes, par l'armée victorieuse, hein, d'envahisseurs, on va dire ça comme ça. Donc, non, non, nous devons travailler nous-mêmes sur, je dis Canal+, comme j'aurais pu dire une autre chaîne, hein, c'est pas France Inter. Mais l'idée, c'est que nous devons travailler ces 4 vertus en tant qu'homme. Et que ce livre nous fait redécouvrir et nous donne les clés très simples pour le faire. Et donc j'ai trouvé que c'était un livre qui nécessitait d'être traduit en français. La France, qui dans son histoire n'est certainement pas de loin la dernière à recevoir des leçons de courage, d'honneur, de force et de maîtrise, bien au contraire, c'est plutôt un pays qui en a donné au monde entier pendant des siècles. Eh bien aujourd'hui, je pense qu'elle méritait d'avoir la mémoire réfléchie sur ces points. Juste une petite question transversale, comme tu es suisse, j'en profite, j'aimerais savoir par curiosité comment sont perçus les Français en Suisse, à travers les médias ou à travers la population. Bah, très mal, hein. Faut dire ça comme il est. Tout d'abord, c'est parce que les Français aujourd'hui, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire une population hétéroclite, hétérogène. Je vais être très, très brutal, hein. Il y a plus de 10 ans de cela, une directrice des ressources humaines dans une entreprise dans laquelle je faisais un mandat avait reçu expressivement de la part de la direction l'ordre, si on peut dire, de ne recruter, je cite, aucun arabe, aucun français. Je ferme la citation. Je ne suis évidemment pas d'accord avec cette analyse, mais enfin, voilà un peu l'idée, c'est que pour beaucoup de Suisses, le français est syndicaliste, feignant, fouteur de merde. Alors, je ne partage pas cet avis. Mais du point de vue de beaucoup de Suisses, lorsque ils ont l'expérience de l'embauche de beaucoup de Français, il y a un peu de vrai là-dedans. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a probablement des centaines de milliers de Français qui travaillent tous les jours en Suisse, qui passent la frontière tous les matins pour venir travailler en Suisse et qui contribuent énormément à l'économie suisse. Hein. Donc la réalité, c'est qu'il y a énormément de Français qui travaillent en Suisse. Mais c'est vrai qu'il y a une image de grande gueule, il y a une image de je sais tout. Et alors ce qui est parfois cocasse, c'est lorsque les politiciens français viennent donner des leçons en Suisse. Alors ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Ou lorsqu'il y a un ministre français qui vient de donner des leçons en Suisse pour nous dire « Ah, vous en Suisse, vous devriez faire comme nous ». Alors ça laisse interloquer en général les personnes en se disant mais c'est-à-dire comme vous, nous ça fonctionne ici en Suisse, donc on est démocratique, enfin ça marche quoi. Et bon, maintenant c'est un avis que voilà, je suis très franc, hein, je te décris la réalité. Mais ça ne veut pas dire que je partage cet avis et que tous les Suisses partagent cet avis. Je pense qu'il y a beaucoup de Suisses qui apprécient beaucoup leur grand voisin occidental, qui travaillent. On aime bien aller faire nos courses et visiter votre beau pays. Et on aime bien vous accueillir chez nous également. Là, il y a aucun souci. Mais c'est vrai que dans le monde professionnel, il y a des frictions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un Français, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la moitié du monde, hein. Ça peut être le fin fond de l'Afrique, comme le fin fond des déserts,
C'est pas que les forêts, la ligne bleue des Vosges. C'est autre chose. Malheureusement, oui. C'est comme Donc ça. une dernière question. Je ne sais pas si c'est un sujet un peu tabou entre guillemets pour toi, mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta BAD? Comment est-ce que tu t'en sors aujourd'hui? Comment est-ce que tu t'organises? Non, non, j'en parle volontiers. C'est une petite ferme de montagne que j'ai acquis il y a maintenant 7 ans, dans laquelle je me prépare. Avant, je me préparais plutôt en ville, puis après, j'ai bougé mes affaires et surtout mon travail dans un endroit où je pouvais plutôt m'occuper où je pouvais réaliser un potager qui commence à devenir de mieux en mieux chaque année. Il y a eu parfois des mauvaises années, mais je pense qu'il faut à peu près une dizaine d'années pour savoir bien s'occuper d'un potager qui s'améliore chaque année. Et puis voilà, l'idée dans ma ferme, c'est donc de ce concept de base autonome durable que je décris dans mes livres, c'est de développer son autonomie par voilà le travail sur l'eau. Donc moi j'ai une source, j'en ai deux même, de sources d'eau. Donc l'eau potable que j'ai chez moi est clairement de l'eau qui vient de la montagne, donc elle est pure, elle est fraîche, elle est purifiée. J'ai mon autonomie énergétique avec des panneaux solaires, des batteries qui me permettent, en cas de coupure d'électricité, d'avoir de quoi tenir un petit moment une vie à peu près normale. Dans le cadre de la défense, eh bien, c'est vrai qu'en Suisse, on a une culture très développée de l'armée de milice, c'est-à-dire du concept de citoyen-soldat. Donc nous sommes intégrés plus ou moins dans la défense civile du pays. Il y a également un élément de apprendre à se soigner. Donc là aussi, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça veut dire apprendre l'automédication, ça veut dire apprendre à prévenir les problèmes, les maladies, entre autres, etc. Savoir soigner les petits bobos. Alors, on ne devient pas chirurgien comme ça sur le champ, mais il faut comprendre qu'il y a une mesure on ne peut pas tout faire non plus. Mais enfin, on tend vers une autonomie. On l'acquiert jamais réellement. Et donc oui, ma ferme est un travail pratiquement au quotidien pour moi, qui même quand je suis en déplacement ou comme aujourd'hui je suis à Genève en ville, j'en reviens hier soir j'y étais et j'y ai passé les 3 derniers jours, donc j'y suis régulièrement. Mais c'est surtout un endroit de vie, c'est-à-dire que euh, ceux qui lisent ma conclusion et tu la liras bientôt en terminant le livre, ceux qui l'ont lu comprennent que, en fait, ce que j'explique à la fin de mon livre, c'est qu'en fait, il ne s'agit pas de survivre. En fait, il s'agit de vivre. Et de redécouvrir ce que veut dire vivre. Et vivre enraciné, à proximité de gens qu'on aime bien, et avec qui on partage énormément de choses de la vie quotidienne, c'est en réalité ce monde que l'on va recréer, reconstruire, à notre image, et sans les parasites qui ont détruit celui dans lequel on vit encore aujourd'hui. Et voilà, il y aurait tellement de choses à dire ensuite, et ce sera le sujet d'autres livres probablement que j'écrirai, ou que je suis en train d'écrire, sur comment est-ce qu'on reconstruit un monde, comment est-ce qu'on va aller, comment est-ce qu'on éventuellement doit pouvoir combattre pour le reconstruire. Mais la réalité, c'est que nous devons réapprendre à vivre, et que le terme survivre, c'est évidemment le point de départ, puisque nous sommes dans un monde mourant, nous ne devons pas mourir avec lui, mais reconstruire et garder quelque chose. Et d'ailleurs, il se peut que notre monde ne meure pas du tout. Et dans ce cas-là, nos efforts de vie auront au moins eu l'avantage de nous la rendre plus agréable, plus libre, et puis de nous donner, ne serait-ce que mentalement, une forme de sécession. C'est pour ça que j'aime bien ce terme, sécession, depuis de nombreuses années. De sécession mentale d'abord, qui nous permettent de rester une sorte d'îlot de liberté et de penser, quelle qu'elle soit, anarcho-capitaliste pour les uns, bonapartiste pour les autres, peu importe, mais qui permettent depuis ces îlots d'ensuite reconstruire sur des bases philosophiques ce monde nouveau que l'on appelle inévitablement de tout notre cœur. Merci beaucoup Pierrot pour cet entretien qui était très passionnant, très enrichissant et qui, je l'espère, sera à refaire. Je l'espère aussi de visu cette fois. Avec plaisir. À l'occasion d'un passage en France ou en Bretagne, hein, soyons fous. Ah, peut-être dans la République ou Royaume indépendant de Bretagne d'ici quelques années, pourquoi pas? Merci à toi. À bientôt.
merci à tous d'avoir suivi cette capsule, d'avoir suivi cet entretien. J'espère qu'il vous a plu. C'était très agréable de discuter avec Pierrot. Ce sera à refaire. J'espère le refaire bientôt. Et comme je l'ai dit en vidéo, n'hésitez pas à vous procurer son livre culte Survivre à l'effondrement économique aux éditions Le Retour aux sources. Et également son dernier livre, NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique et chimique, comment survivre aux attaques NRBC. C'est encore aux éditions Le Retour aux sources avec Chris Millennium, qui a un nom qui sonne bien, comme on l'a dit tout à l'heure. N'hésitez pas, et vous pouvez le retrouver, bien sûr, sur sa page Facebook pour suivre son actualité. Je vous mettrai le lien dans la description, tout comme le lien Tipeee si vous souhaitez soutenir cette émission et la voir se développer. Merci à tous, et à bientôt pour une nouvelle capsule où on va cette fois présenter un livre. Ciao!